dossier spécialement HTML CP Web que nous avons réalisé ensemble. J'ai dupliqué le modèle. Est-ce que on peut... C'est possible d'éteindre, s'il te plaît? Parce que là, vraiment, on voit rien. Aucun. C'est bien là. Interdiction du dodo. J'ai bien ici dupliqué déjà mon modèle et j'ai créé mon modèle, j'ai créé à partir de mon modèle mon dossier partie 1 correction dans lequel j'ai déjà balancié mes images. Donc voilà, j'ai déjà préparé pour gagner du temps, ça m'évitera de présenter des copier-coller. Et avant toute chose, je voudrais qu'on regarde un tout petit peu la maquette avant de se lancer. Premier point, ne commencez, et ça je vous l'ai dit, mais là je le redirai encore, ne commencez jamais par le header. Faites-le un peu plus tard, parce qu'une fois que vous aurez fait les autres parties, vous allez voir, le header va se faire un peu tout seul. Donc, si le header, je le mets de côté, l'idée c'est de commencer par les sections qui sont les plus simples. Moi je considère que c'est celle-ci la plus simple. Je ne sais pas pour vous, mais il n'y a qu'un seul truc dedans. Il n'y a qu'un seul élément, donc elle est facilement à faire. Attention, vous ne connaissez pas la grille de notation. Ça se trouve, c'est un point par section. Donc, si je fais une section où je vais passer 3 quarts d'heure et une autre où je peux passer 10 minutes et que c'est le même nombre de points, peut-être jouer stratégique quand même. Donc ici, je vais jouer stratégique, je vais commencer par la première. Par contre, ça ne m'empêche pas de regarder un petit peu toutes ces parties-là et de m'apercevoir que le site, à chaque fois, ça reste des sections qui sont boxées. Et des fois, on est en ligne, ce qui est le cas ici entre l'image et le texte qui est là, et des fois, on est en colonne, cette image et le texte qui est juste en dessous. Pareil ici en colonne. Donc on retrouve à peu près la même philosophie que ce que nous avons travaillé pendant X temps. Ok. Alors déjà, ça veut dire que moi, mon petit conseil, c'est de déjà commencer avec ce dont on a besoin. Boxer, colonne et row. Plusieurs personnes parmi vous, vous avez recommencé à créer ces classes, row, col et container, à réécrire toujours la même chose. C'est une perte de temps. Faites-le en dehors du partiel, vu que vous pouvez venir avec Internet, et donc vous pouvez venir avec du contenu, donc avec déjà des choses. Puisque vous avez un accès à Internet, vous pouvez aller télécharger votre modèle. Donc en soi, ici, je vais aller dans Style, et dans mon style, pour la dernière fois, je vais créer ces fameuses classes outils dont on va avoir besoin. Point container, qui va permettre de boxer avec une largeur. Là, nous, on avait dit 970, mais attention, dans le document, c'est marqué 1000. Donc, on va se référer sur le document. Donc, le document, il me dit 1000, je vais mettre 1000. Ensuite, je lui dis un margin. Auto, ça permet de centrer. Ensuite, on avait deux éléments. La classe row, qui permet de faire un display flex direction row. Et la même chose pour les colonnes. Je vais mettre en col. Et je vais mettre ça en colonne. Et ça, à avoir à chaque fois, pour être tranquille. Ayez-le directement, à chaque fois. Ok? Une fois que ça c'est fait, ça c'est mes trucs outils, je vais pouvoir me baser dessus. Alors, c'est parti maintenant, on va retourner sur la maquette. Sur la maquette, j'ai cette div-là. Cette zone-là, c'est quoi? C'est une div qui va de gauche à droite de l'écran. Comment est-ce que je vais l'appeler? Je vais l'appeler top, parce que là en haut, que j'ai pas trop d'inspiration. Et il y a assez souvent, je vais même l'appeler par rapport au vrai nom de l'image. Donc je vais demander mon HTML. HTML qui est déjà préparé, qui a déjà le CSS reset, qui a déjà un style. C'est pour ça en fait que vous pouvez au partiel vous en sortir. C'est que si vous deviez tout recréer honnêtement, tout le HTML, les fichiers de style, mais vous perdez une demi-heure facile. Là, tout est préparé. C'est comme ça que vous allez gagner du temps et surtout vous allez pouvoir dégager du temps pour réfléchir en cas de pépin. Ici, je crée bien ma div que je vais appeler top. Alors attention, nous ensemble on a fait un truc tout bête, c'est qu'à chaque fois on l'appelait de classe comme ça. Moi je vais quand même revenir sur un point, c'est que généralement les grandes zones, c'est pas une obligation ce que je vais dire, c'est plus un conseil qu'autre chose. Je vais plus me baser sur des ID, parce qu'un ID c'est unique. Et une zone elle est unique. Donc ici je vais plus me baser sur un ID, je vais mettre dièse top. ID top. Et
Ensuite, on a bien sûr un contenu qui est boxé. Donc, on ne réfléchit pas, on rentre et on fait une div de classe container. Maintenant, on se pose la question. Ce qu'il va y avoir dans container ici, est-ce que c'est en colonne, les uns au-dessus des autres, ou en ligne, les uns à côté des autres? Ah bah on ne sait pas, il n'y en a qu'un. Ouais, et bien c'est là votre métier. Il faut penser à ce qui va arriver derrière. Est-ce qu'il y a des chances qu'on rajoute un contenu? Pourquoi pas? Est-ce que ce contenu sera au-dessus en dessous ou gauche-droite? Bah, il y a des chances que ce soit plus une explication de l'image. Donc il y a des chances que ce soit en dessous ou au-dessus. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, ce sera de la colonne. Donc je peux penser dès en amont à structurer en colonne. Donc moi, je vais plus structurer en colonne. Point colle. Et dans cette colonne, il y a quoi? Juste une image. Je descends et je fais une IMG. Comme d'habitude, je vais garder mes commandes émettre. Et je mettrai le document, évidemment, en ligne. Je valide. Je réorganise un tout petit peu tout de même. J'indente proprement pour qu'on voit bien une belle structure. J'ai bien ma div, ma container, colle et mon image. Et mon image, je vais aller la chercher. Style IMG. Et je vais aller chercher mon image de top. Là maintenant, je vais regarder tout de suite ce que ça donne. J'ouvre mon Finder. C'était pas cette page-là. Elle est ici. Je vais dans CP Web. Je vais dans Correction. Je vais l'ouvrir dans mon navigateur préféré. Et mon image est bien structurée. Elle est bien là. Elle est bien présente. Ah ouais, mais il y a un petit truc qui me dérange. L'image, elle est boxée. Et elle fait, si j'inspecte, elle fait quand je passe le curseur, on voit, alors on voit pas très bien, c'est dans la boîte de dialogue qui est juste en bas, mais c'est bien marqué ici 1000 pixels. Mais pourquoi? Parce que le format de la taille de l'image, c'est 1000 pixels déjà. Je vous ai réduit en fait l'image, pile poil, pour cet exercice. Mais l'image, on l'avait déjà testé avec des images qu'on mettait dans l'HTML. Des fois, elles sont trop grandes, des fois, elles sont trop petites. Donc, à moi de redimensionner les images. Pourquoi 1000? Parce que le container fait 1000 pixels. Mais attendez, si jamais, et c'est là où on doit y penser, si jamais ce container, je venais à le changer, si mon client demain me dit, c'est plus 1000 pixels, il faut passer à 970. Ou même, il faut penser à 500 de largeur. Je fais exprès de faire une marge énorme. Si je réactualise maintenant ma page, tac, j'ai pas de problème. Ça s'est redimensionné. Pourquoi? Parce que le parent est en flex. Le simple fait de l'avoir mis en flex est censé suffire. Si jamais vous avez des problèmes avec ça, tout de même, on pourrait regarder la maquette entière et regarder cette photo-là. Ne fait-elle pas 100% de son parent en soi? Ne fait-elle pas la largeur du container? Si. Et regardez ici, cette image-là, elle est à peu près dans cette boîte-là. On peut donc dire que l'image fait 100% de son parent également. C'est ça les pourcentages. Toujours se rappeler que les pourcentages, c'est en référence aux parents. Donc on pourrait même, si jamais on a des problèmes de flex, directement et uniquement dans ce projet, c'est vraiment par rapport à ce projet, dire que toutes les images ont une largeur de 100%. Comme ça, vous êtes sûr que votre image ne va pas partir dans un trip. Elle va toujours rester dans son container, tout le temps. Je vais remettre ça à 1000 pixels. Et je réactualise. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire le fond. Là, il y en a pour 2 minutes. Je pipette la couleur. Je copie la couleur. Je retourne dans Visual Studio Code. Et un peu en dessous, j'avais donné ID top. Donc, je vais mettre dièse pour ID top. Donc, on rappelle que point, c'est pour les classes. Ça se partage. Les ID, c'est pour les objets uniques. Et quand il n'y a rien, c'est le tag. C'est l'identité, c'est le type de balise. Et on lui met un background. Color.
et la couleur. Je réactualise, c'est bon. Est-ce que ma section est terminée? Ouais, c'est terminé. Hop, au revoir. J'ai un point. Si on va dans la philosophie de potentiellement un point par zone faite, j'ai un point. J'ai déjà ça. Ça m'a pris 5 minutes. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va s'occuper, pour moi, en termes de difficulté, on peut s'occuper de celle-ci. Pourquoi celle-ci, elle est plus compliquée? Parce qu'elle a 2 colonnes. Là où celle-ci n'en avait qu'une seule. Donc ici, j'ai bien 2 colonnes. Ok, c'est parti. Alors, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler plante. Eh bien, je vais retourner dans mon éditeur de code. Je retourne dans index. Et attention, j'ai vu certains se planter à certains moments. L'imbrication malheureuse de balises les unes dans les autres. Ça, vous avez terminé. Eh bien, vous avez une petite flèche en face. Et vous pouvez fermer. Et si vous fermez la zone, vous ne pourrez plus, par malheur, écrire à l'intérieur. Ça veut dire que si vous voulez réécrire à l'intérieur, il faut avoir envie quand même. Donc, vous ne risquez pas, par inadvertance, de casser quelque chose qui fonctionne. Donc, vraiment, on ferme. Ça y est, j'ai terminé ce truc-là. Hop, je le mets de côté, j'en parle plus. Et je peux passer aux sections du dessous. Donc, maintenant, je peux passer à la section du dessous. J'ai dit que je voulais une div dont l'idée était plante. Je mets plante. Cette div de classe plante, est-ce que c'est boxé? Oui, comme d'habitude, oui. Donc, je rentre dedans et je fais une div de classe container. Ouais. Ouais, et à ce moment-là, tu mets tout simplement pas la classe container. Tu mets, et automatiquement, elle va se faire comme ça. Par contre, tu fais quand même la div. Pourquoi? Parce que le jour où ton client te dit je veux que ce soit boxé, tu as juste à rajouter la classe, le truc va faire ça, immédiatement. Alors que si tu n'as pas prévu la div, tu es obligé de la rajouter à la main, tu es obligé de revenir dans le code. C'est lourd, c'est galère à faire. Alors conventionnellement, là on prend un peu d'avance, en fait on a 2 types de classes, container, ça boxe, et normalement on met un container fluide comme un liquide, tu vois, on a une classe spéciale pour dire que ça fait 100%, mais en fait tu n'es même pas obligé de la mettre, c'est plus visuel qu'autre chose. Donc tu la mets pas, et c'est bon, il n'y a pas de problème. Je fais bien une div de classe container. Ok. Si par contre maintenant je regarde ça, à l'intérieur de ces divs de classe container, est-ce qu'il y a des colonnes qui émergent? Oui, j'ai bien 2 colonnes. Une colonne à gauche, une autre colonne à droite. Ok. Donc ça veut dire que ces 2 colonnes, vu qu'elles sont à gauche et à droite, c'est en ligne, puisqu'elles sont l'une à côté de l'autre. Donc ma div de classe container, elle est également de classe row. Et je peux encore descendre. Une fois que j'ai descendu, j'ai bien dit que j'avais une première colonne ici et une deuxième là. Donc 2 colonnes. Et c'est là où on peut à peu près regarder les dimensions. Prenons la colonne que je suis en train de sélectionner. Elle fait à peu près quelle largeur par rapport au container? Alors mon container, c'est ça. Donc cette zone-là, cette zone à droite, elle fait quel pourcentage? Parce que c'est toujours plus simple de travailler en pourcentage. Travaillez pas en pixels. Travaillez en pourcentage. On travaille en pourcentage, mais depuis le collège. Donc on est habitué à faire ce genre de choses, et quel que soit le métier. Donc ici, quel est le pourcentage de ça? Pour moi, ça fait 50% de ma sélection ici. Ça fait la moitié. Ok. Donc ça, on va se garder dans un coin de la tête. Ça, c'est pour moi 50. Et celle-ci, alors, va pas faire 50 parce que 50, ça ferait ça. Un peu plus petit. Moi, je mettrais 40, perso. Je sais pas ce que vous en pensez. T'as fait 50-50? Ouais, mais là, tu vois, il y a petit espace et tout. Alors attention, ce que je vais montrer comme solution, c'est une solution parmi tant d'autres. Hein. Ce n'est pas la solution ultime ou toutes les solutions possibles. Donc moi, je vais avoir une première colonne ici avec l'image que je vais mettre à 40% et la deuxième colonne avec le texte que je vais mettre à 50%. Donc, je retourne dans mon logiciel. Je vais faire une div de classe col. Pourquoi col? Parce que c'est en colonne ici. Oui, mais il n'y a qu'un seul élément. Oui, mais si jamais vous rajoutez du texte, c'est au-dessus en dessous, pas à gauche à droite. Donc il y a des chances que ce soit la légende qui s'affiche en dessous. Donc ici, on va mettre en col. Et je veux qu'elle fasse 40%.
eh bien, je vais créer une classe que je n'ai pas encore créée. Hein. Je vais lui affecter une classe que je n'ai pas du tout encore créée, que je vais appeler col-40. 40 pourquoi? Pour 40%. Plus, j'ajoute, une autre div, c'est celle de droite, que je vais mettre de classe col. Pourquoi col? Parce que les éléments sont les uns sous les autres. Et je veux qu'elle fasse 50% col-50. Je garde évidemment la commande émettre. On relance et c'est bon. Maintenant, j'ai plus qu'à intégrer mes éléments. Dans le premier élément, je vais mettre une image, src, style, img, et c'était plante. Le deuxième, j'y rajoute un h2, mon titre, et j'y rajoute 2 paragraphes. Là, on me reposait la question, si jamais je veux écrire des lorem ipsum très facilement, l'un et l'autre, vous appuyez sur la touche, vous avez votre curseur clignotant ici, vous appuyez sur Windows sur la touche Alt ou Option sur Mac, et vous remettez un deuxième curseur clignotant à l'autre endroit où vous voulez écrire. Si jamais je tape lorem, je valide. Vous voyez, ça a écrit à 2 endroits simultanément. Donc c'est quand même un poil plus pratique. Ça aussi, c'est les petites choses qui vous font perdre quand même beaucoup moins de temps. On regarde tout de suite ce que ça donne. Je réactualise et j'ai déjà une belle structure. C'est déjà bien aligné. Pourquoi est-ce que c'est bien aligné? Parce que container, je l'ai créé avant. Parce que row, je l'ai créé avant. Parce que col, je l'ai créé avant. Tout est parfaitement aligné. Par contre, les dimensions, elles ne fonctionnent pas. Pourquoi est-ce que les dimensions ne fonctionnent pas? Parce que vous avez mis du contenu à gauche, vous avez mis du contenu à droite, et il y a potentiellement plus de contenu à droite là. Donc, il y a une pression qui se fait. Moi, j'avais donné l'exemple des ballons de baudruche, mais c'est ça l'idée. C'est que plus je vais mettre de pression, plus le ballon va s'élargir, va prendre plus de place. Et l'image, elle est peut-être un peu plus petite. Donc, c'est pour ça que en flex, chacun essaye de... C'est un peu un système démocratique. Tu prends plus de place, tiens, je te laisse un peu plus de place. Ils dialoguent, les deux boîtes. Non, on ne veut pas qu'ils dialoguent. On a une charte graphique, on a une maquette, on veut qu'elles aient des dimensions précises. Les fameux col 40 et col 50. Col 50, je vais commencer par la faire. Je vais me mettre avec dans ma partie outils, point col 50, qui a une largeur de combien? 50%. Je peux faire col 50, mais je vais faire tout de suite col 40. Et on va regarder tout de suite ce que ça donne. Et si je réactualise, vous voyez, ça fonctionne. J'ai les deux boîtes qui sont aux tailles que je voulais. Alors attention, j'ai pas l'espace que je veux entre les deux pour le moment, mais je vais juste faire une petite parenthèse là. C'est que si je regarde un peu la maquette, ça fait 50%, mais si je regarde un peu plus bas, alors plus particulièrement sur Contact, vous voyez, Contact c'est pareil ici. Ça fera 50%. Donc il y a des chances que je réutilise les mêmes classes. Et il y a un truc qui me chagrine, mais 50% ou 20% ou 30%, 40%, c'est des choses qui vont être assez redondantes en fait. C'est-à-dire d'un projet à l'autre, ça risque de réintervenir. Ce que vous pouvez faire, c'est créer ces choses-là avant. Comme vous avez créé row et col, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous ne créeriez pas directement des dimensions préfabriquées pour gagner en efficacité, encore une fois, le jour de votre partiel. Donc là, je prévois tout de suite un col 30, je prévois tout de suite un col 20, je prévois tout de suite un col 10, etc., etc., etc. Donc j'ai plus qu'à mettre un col 60, même si je ne les utilise pas, c'est pas ça qui va vraiment alourdir votre site. Et donc vous prévoyez les outils dont vous allez avoir besoin. Est-ce que vous savez ce qu'il va y avoir au partiel? Non, moi non plus. J'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas. Pardon? Oui, par contre, oui. T'as aucune raison de passer par Photoshop et ça va même mieux. On te donne les codes couleurs. Tu vois, contrairement à moi qui suis un peu radin là-dessus, il te donne tous les codes couleurs.
et il te donne les fontes. Donc vous voyez, ça m'a pris combien de temps? Ça m'a pris 5 petites minutes, même pas, enfin moins que ça à faire. Par contre, ça vous fait gagner du temps le jour de partiel. 30 secondes, plus 30 secondes, plus 30 secondes, plus 30 secondes, plus 30 secondes, bah, c'est ce dont j'ai besoin pour faire mon bon rendu. Attention, c'est une méthode parmi tant d'autres. C'est juste une méthode pour gagner en efficacité. C'est-à-dire qu'à cette vitesse-là, vous avez fini à la moitié du temps de partiel. Donc ça veut dire que des choses que vous ne maîtrisez pas, vous avez le temps de dégager du temps pour les apprendre. J'ai préparé toutes mes colonnes. Je peux retourner là-dessus. C'est bon, je réactualise, ça fonctionne. Petite chose, il manque toujours cet espace au milieu. Alors là, c'est lié au row. Si je regarde un tout petit peu, inspection, je vais dans mon inspecteur d'éléments et je vais voir container row. Je vois bien que quand je passe le curseur dessus, ça vous met en orange quoi? Les marges. En bleu, ça vous met la zone, l'espace, l'objet, la taille qu'il fait. Et sur le côté, vous avez une zone un peu plus violacée avec des hachures. C'est l'espace en trop. En effet, 40 plus 50, bah, ça ne fait pas 100%. Donc il y a un espace supplémentaire. Et cet espace supplémentaire, bah, vu qu'il lit de gauche à droite, bah, il l'a foutu à droite. Mais moi, je ne le veux pas à droite. Je le veux au milieu, au centre. Eh bien ça, je vais travailler avec la commande Justify Content, que je vais directement mettre dans row, parce que quand je regarde ici, c'est exactement pareil. Hein. J'ai un espace ici. Si je regarde mon autre maquette, je veux des espaces ici aussi. Bref, les espaces, généralement, on les veut entre les éléments. On va regarder quand même très vite comment fonctionne notre Justify Content. Ça nous fait une révision. Vous avez ici Justify Content et vous avez plusieurs commandes. Et regardez, testez comme ça. Testez avec votre inspecteur d'éléments parce que là, je vais faire varier. En plus, il y a des dessins quand même. Il y a un petit dessin quand même pour vous expliquer où est-ce que ça va se positionner. Mais même testez-les. Vous voyez, par exemple, je me mets sur Center. Et ben, je vois tout de suite que ça a été centré. J'efface. End. Ça se met à droite. Alors, je passe même le curseur comme ça pour mieux voir. Center. End. End. Start. Left. Normal. Right. Space around. Vous voyez tout de suite les espaces où ils se mettent. Space between. Je pense qu'on a gagné le bon cheval là. Space evenly. Start. Etc. 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 On va rester sur Space Between, mais vous avez vu que vous avez un dessin et mine de rien, testé dans votre inspecteur d'éléments. Vous avez directement l'outil pour tester. Directement. Donc ici, Space Between. Tac. Juste comme ça, je fais une petite parenthèse, mais... Enfin, c'est exactement pareil que de faire une distribution d'éléments dans InDesign. Je veux dire, pour une bonne partie d'entre vous, vous êtes plus une appétence graphique, vous utilisez des logiciels type InDesign, Illustrator, Photoshop. C'est pareil, il faut bien positionner, aligner les éléments et vous faites bien des distributions. C'est exactement la même technologie. C'est la même chose. C'est juste que c'est un mot-clé. Ben, on s'en fout du mot-clé au final. Testez, regardez, il y a un petit dessin. Pour moi, les dessins qui sont là, c'est exactement les mêmes dessins que ce que vous avez dans InDesign. C'est la même forme. Je vais prendre un Space Between. Évidemment, là, je l'ai testé. Donc, si je réactualise, ça ne fonctionne pas. Je peux retourner dans mon programme et ensuite aller dans Row et lui rajouter un Justify Content Space Between. Si je valide, je réactualise. C'est bon, c'est terminé. J'ai fait ce segment-là. Alors, je l'ai fait. Il me reste 2-3 petits aspects à corriger, évidemment. Premier petit aspect à corriger. On regarde la maquette, la couleur de fond. En gris, plus une marge en haut et une marge en bas. Cette marge, ici, là, cette zone-là, elle est à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone grise? À l'intérieur, c'est donc un padding. J'ai plus qu'à structurer dièse plante. J'ouvre. Background color, je mets le gris. Padding,
je mets 50 pixels en haut, 0 pixels à droite, 50 pixels en bas, 0 pixels à gauche. Je fais ça de manière complètement arbitraire. Et entre nous, le jour du partiel, plus particulièrement lorsque je vais corriger, si les paddings, c'est pas exactement ceux de la maquette, je m'en tamponne. Mais alors, d'une force. Par contre, mettez les bonnes couleurs, quoi. C'est un minimum. Voilà. Je réactualise. Hey, it's working. Yeah, baby. Est-ce que je m'occupe de la police pour le moment? Je pourrais, et non, je m'en fous. Je vais m'en occuper à la fin. Or, généralement, on s'en occupe un petit peu au début, mais là, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je suis capable de générer ma structure. Alors, par contre, sur un vrai projet, c'est bien. Sur un vrai projet, quand tu fais ton maquettage, quand tu fais ton style, c'est très bien de commencer par la police, parce que ta police va dominer tes tailles, tes dimensions. Donc, c'est un bon choix de police. Là, c'est différent ce qu'on te demande, c'est un autre exercice. C'est un exercice, c'est est-ce que tu as tes acquis? Est-ce que tu as les compétences? Et donc, ce qu'il faut, c'est prouver ces différentes compétences. Il faut les prouver à un instant T. Après, tu pourras t'en foutre, mais il y a un jour, tu dois les rendre. Et ces trucs-là, c'est, il manque une police. Tu as passé 3 heures sur une police parce que tu as eu du mal à retrouver la police. C'est un peu dommage. Ah, je sais plus comment on intègre une Google Font. C'est pas très très grave encore. Surtout que la grille de notation, tu sais pas comment elle est. Tu sais pas. Donc, on fait les gros chantiers d'abord. Ok. Ok. Bon. On va pouvoir s'occuper, je pense, du header. Maintenant, pourquoi est-ce que je vais plus m'occuper du header? Parce que le header est très très proche de cette forme-là, au final. Bah ouais. 2 colonnes. Une colonne ici avec mes éléments de menu, ce qui ferait à peu près 50%, plus un petit logo sur la gauche. Et puis le tout est boxé. Donc j'ai bien une grande zone, c'est boxé, c'est en RAW, premier élément en colle avec une certaine dimension, je ne sais pas trop laquelle, je vais rester sur des dimensions lambda, plus derrière une zone à 50%. Et ben c'est parti. J'ai terminé la partie plante, je ferme la partie plante, et je vais en haut. Ici, je vais créer une div dièse header. Dans cette div dièse header, je vais faire une div de classe container. Comme d'hab. Est-ce que ça change d'habitude? Niet. Ensuite, j'ai 2 éléments, un à gauche, un à droite. C'est donc en RAW. Le premier, c'est un lien. Alors là, plusieurs possibilités. Moi, je vais mettre un simple lien pour le moment et je vais lui faire je vais lui mettre un ID, logo. Pourquoi? Parce que le logo, assez souvent, en fait, il n'y en a qu'un. Voilà. Il y a le logo du menu. Il peut y en avoir plusieurs, mais c'est vraiment le logo. Et surtout, on pourra lui donner un style vraiment très précis en lui mettant un ID. Et derrière, par contre, je peux tout de suite lui donner une dimension. Alors, pour l'instant, je ne sais pas, j'ai pas trop d'idées. Je vais faire un col-10 pour le moment. Eh, mais ça tombe bien. Je les ai déjà créés tout à l'heure. C'est ça aussi l'idée de les avoir créés en amont. C'est que j'ai déjà des dimensions préfabriquées. Plus une div qui est ma nav de classe raw. C'est cette partie-là. Et je suis désolé, les enfants, ils sont comment? Ils sont en ligne. Hein. Mais je vais quand même lui mettre un col-50. Alors c'est pour ça que le col, là, il peut vous porter un tout petit peu à confusion. Mais c'est juste pour mettre une dimension. C'est tout. Donc je vais mettre col50 et je valide. J'ai bien donc un lien. Et ma zone de menu. Dans ma zone A, je vais y coller quoi? Une IMG. SRC, style, IMG. Et je vais choisir l'oiseau en origami. Et ici, je vais chercher des liens. Donc c'est des A. De classe lien. Et je vais en mettre 3. Le premier, accueil. Le dernier, contact. Et le troisième, prix. Je vais m'occuper un peu plus tard des href qui sont à l'intérieur. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Pour l'instant, c'est le style qui va m'intéresser. On va s'occuper
du contenu après. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Je réactualise et je vois que dalle. C'est tout à fait normal. Je vois que dalle parce que j'ai pas mis de couleur de fond. Donc, on retourne sur Photoshop. On va chercher la couleur. C'est Diez Header. Donc, on va mettre Diez Header. Vous avez vu, j'essaye de respecter ici un ordre. Le header, c'est en haut. Je réécris au-dessus. Header, top, plante. Donc, je terminerai par le footer. J'essaye d'avoir un ordre quand même dans mon système. Je ne mets pas tout à l'arrache. Background. Dièse. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Je réactualise et voilà. Je crois que le symbole en origami, il est un tout petit peu gros. Alors là, j'ai mis justement en porte-à-faux. Je fais un peu exprès. Je me dis, ah, au bout d'un moment, les cols 10 et tout ça, c'est peut-être pas suffisant. Donc là, je vais l'enlever parce qu'il ne me sert pas forcément spécialement à grand-chose. Je vais quand même mettre ça de classe col parce que ça permettra de mettre ça en flex et puis je suis tranquille. Par contre, là maintenant, je vais donner des styles vraiment très précis. Dièse logo, ID dièse, logo, dièse logo, et je peux lui donner une dimension précise. Dans le cas présent, il a une largeur de 50 pixels et une hauteur de 50. Ça, c'est du pifomètre, hein, mais normalement, si je réactualise, vous voyez, hein, on respecte la charte, on respecte la maquette. Quel est l'autre avantage maintenant? C'est que je vais pouvoir, maintenant que j'ai vu ça, je vais pouvoir styliser mes autres boutons qui sont là. Je vais les styliser comment? Ils sont de classe lien. Donc, je vais pouvoir créer la classe lien et styliser color blanc. Je sauvegarde. Je regarde ce que ça donne. Parfait. Ils sont bien en blanc. Ah, le soulignement, ça me plaît pas. Text decoration, none. Alors là, moi je les connais, mais quand vous ne savez pas, Google est votre ami. Donc c'est pas grave de ne pas connaître une commande. Par contre, plus vous les connaissez, plus vous savez que c'est possible, plus c'est simple pour vous. C'est évident. Je réactualise et c'est nickel. Maintenant, comment est-ce que je fais pour agrandir un tout petit peu ces fameux boutons? Alors, quand je clique et je fais une inspection, on voit que mes boutons ici, ils ont cette hauteur-là. Ça, c'est nickel. Ils ont cette hauteur-là parce qu'on est en flex. Et en flex, ils vont suivre la hauteur. On a mis ça en haut, ils ont suivi la hauteur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'également, on allonge la zone de clic. Et ça, c'est important en termes d'ergonomie. Vous voyez là, quand je suis là, je clique, je suis pas sur le bouton, hein, j'ai pas le pointeur. Si je vais là, hop, j'ai le pointeur. Par contre, si je me mets légèrement en dessous, j'ai également le pointeur. C'est cool, ça veut dire que la zone de clic, c'est toute la zone bleue. Faut quand même un tout petit peu l'élargir. En termes d'UX, on est censé avoir des zones cliquables beaucoup plus larges que simplement le mot. Je vais vous raconter juste une histoire pour que vous puissiez le visualiser. J'ai fait des formations à des professionnels, mais quand je dis professionnels, ce n'est pas des professionnels de l'informatique. C'est des personnes qui sont professionnelles dans leur domaine, mais qui n'y connaissent pas forcément grand-chose dans l'informatique. Et ça fait juste 15 ans que je fais ça. Le truc, c'est que ça m'est arrivé d'avoir des formations où on demande aux gens de s'inscrire à des plateformes. Donc ils arrivent sur des formulaires. Et dans un formulaire, on leur demande d'écrire leur nom ou leur prénom ou leur email à un endroit. Et vous voyez un input, une zone de texte, basique. Vous mettez votre curseur clignotant dedans. Vous cliquez pour avoir le curseur clignotant et taper. Vous le mettez où, votre curseur? Réellement, quand vous êtes là-dessus, vous êtes sur une maquette comme celle-ci. Ah oui, le curseur clignotant, il est là. Mais question, si je clique ici, là, est-ce que le curseur clignotant va quand même apparaître dans la zone? Oui. En fait, vous savez, vous, en termes d'expérience, que toute la zone est cliquable. Est-ce que c'est le cas de tous les mortels de ce monde? Non. Non, du teubé, il y en a. Hein. Ça veut dire que moi, j'ai eu des formations où les personnes voulaient le curseur clignotant là, eh bien, elles cliquaient là. Mais quand elles cliquaient là, mais avec, vous savez, pas les souris un peu modernes, une souris avec la boule dessous, les trucs pas forcément hyper bien précis, eh bien, ils cliquaient potentiellement, ils voulaient vraiment cliquer ici. Ils avaient des difficultés à être très précis, alors qu'ils avaient toute la zone pour cliquer, mais ils voulaient cliquer à cet endroit-là, et inconvénient, c'est que des fois,
il clique à côté. Eh bien là, c'est pareil. Mon bouton accueil, est-ce que vous pouvez m'assurer que tout le monde va bien cliquer pile poil là où il y a les caractères? Non, il faut élargir la zone de clic. En termes d'UX, il faut élargir la zone de clic. Et je pense que je n'ai même pas besoin de parler du mobile, où il faut élargir évidemment la zone de clic, parce qu'un doigt, c'est quand même beaucoup plus large qu'un curseur. Donc, par rapport à notre projet ici, il me faut plus d'espace en haut, plus d'espace à gauche et plus d'espace à droite. Le fameux padding. Je vais me rendre dans lien. J'ai bien rajouté decoration. Je vais rajouter un padding. Padding de 15 pixels en haut, 10 pixels à droite, auto en bas et 10 pixels à gauche. Hop, et un pas voulu, c'est le auto qui l'a pas voulu. Tac. Et voilà. Et regardez, d'un seul coup, votre bouton déjà, il est centré verticalement, ce qui est quand même un poil plus joli. Alors moi j'ai mis 15 parce que c'est une question d'habitude, hein. Je sais que ça faisait 15, hein. Mais on y va à tâtons, c'est pas très très grave. Donc j'ai rajouté 15 pixels en haut, quelques pixels sur les côtés, et ça veut dire que ça élargit votre zone de clic. Et vous voyez, tout de suite la zone cliquable, elle est plus large. C'est plus agréable pour l'utilisateur, il a moins à se poser de questions. Et c'est terminé. Alors pourquoi c'est terminé? Comment ça se fait que c'est terminé? Parce qu'on a mis tout ça en row, et que le row, j'ai fait un justify content space between, donc il a automatiquement généré un espace ici, automatiquement un espace là, ça y est, c'est terminé. Est-ce que déjà il y a des questions sur ça? Moi, si je peux faire un break là. Ça vous paraît logique quand je le... Non, déjà si ça paraît pas logique quand je le dis, on n'est pas dans la merde, hein. Donc, il me reste 3 points ici à changer. C'est... Alors le logo, j'ai rien à faire. Cependant, le logo aussi quand même. Le logo est censé vous faire revenir à l'accueil. Donc, vous n'allez pas mettre index ici, mais vous allez bien mettre un point slash. Ça va vous faire revenir forcément à la racine. Et comme le index est généré automatiquement, eh ben on est tranquille. C'est lui qui va être exécuté. Pareil pour accueil, point slash. Contact va m'envoyer vers contact.html. Alors ça, c'est marqué dans la doc, mais index, c'est la page d'accueil. Et plus tard, je vais créer un fichier contact.html. Donc, je peux déjà prédire quelle va être l'URL de cette page-là. Pourquoi est-ce que je le mets dès maintenant? Parce que tout à l'heure, quand je vais faire la page contact, je vais dupliquer celle-là. Parce que le header, le footer, top, c'est la même chose. C'est le même contenu. Comme c'est exactement la même chose, je ne vais pas trop me prendre la tête. Je vais dupliquer. Et il ne faudrait pas que j'ai à revenir sur les deux fichiers. J'avais également parlé d'une encre, ici. C'est pour la partie prix. Alors, on va en parler après de ce qu'est une encre. Donc, ça veut dire que je reviens après sur ce point-là. Ok, on se le garde dans un coin de la tête, je reviens sur le menu juste après. J'ai terminé. On fait quelle partie maintenant? Cette partie-là. On l'appelle comment? Tu l'appelles comment, toi? Bon, je vais l'appeler trio parce qu'il y en a 3. Voilà, ou produit. Tiens, si, produit, c'est pas mal. Ouais, c'est les produits. C'est vrai, j'ai produit 1, produit 2, produit 3, donc on va faire produit. Ok, comme d'habitude, on regarde la zone. C'est une zone, on va lui donner un nom qui va s'appeler produit au pluriel. J'ai bien une div de classe container. On regarde d'ailleurs comme ça, là, cette zone. On peut se focaliser principalement sur la partie centrale, mais non. Ce qui est important, c'est de regarder les deux premiers ici. On a un titre et dessous, donc c'est un H1, et en dessous, on a un paragraphe. Eh bien, ils sont l'un au-dessous de l'autre, donc c'est forcément une colonne, puisqu'ils sont l'un au-dessus de l'autre. C'est les deux premiers. Après, on a cette partie-là. Et cette partie-là, par contre, elle, c'est bien 3 morceaux, mais qui sont dans un seul.
C'est bien un paquet. Il faut bien arriver à visualiser les paquets se former. Et ensuite, dans ce paquet-là, on va avoir 3 paquets. Un premier, un deuxième, un troisième. Et le premier paquet, il contient une image, un titre et un texte. C'est parti, je vais même essayer de tout faire en une seule commande émettre. Je vais pouvoir faire Meter. Je me rends ici, div dièse produit. Je rentre div de classe container, div de classe call. Ça y est, j'ai fait jusque là. L'extérieur et la div ici. Maintenant, dans cette div de classe call, qu'est-ce que je vais avoir? Un premier titre. Je l'ai dit, je descends, H1, plus paragraphe, plus. Et là, on a fait lui, on a fait lui. Maintenant, il reste ces morceaux-là. Ces morceaux-là, on peut les prendre et on peut en faire qu'une seule grande div. Donc cette div de classe row, parce que c'est bien en ligne. Et je descends encore. Là maintenant, je peux m'occuper que d'un morceau comme ça, puisque c'est 3 fois la même chose. Ce morceau-là, c'est une div de classe col, parce qu'elle forme une colonne là, mais elle a une largeur précise. Quelle largeur? Ouais, mais je mets combien? Bah, c'est assez simple. Hein. Tout ça, ça fait 100%. Donc 100% divisé par 3. 33. 33,33333. Qu'est-ce qui on va travailler avec des entiers. Et puis en plus, il y a des espaces entre les deux. J'ai pas envie que ça se colle. Donc 30, c'est pas mal. Et ça tombe bien. On les a déjà créés. Donc div de classe col, point, col 30. À l'intérieur de ça, on a une IMG. Alors, attention, non, pardon. Il y en a 3. Donc je multiplie par 3. À l'intérieur de ça, j'ai une IMG plus un H2 plus un P. Cette commande émettre, j'insiste un petit peu dès le début sur ça, par expérience. Je peux vous assurer une chose, c'est que avant, je ne montrais pas les commandes émettre ou je les montrais qu'au bout d'un moment. Mais en réalité, on perdait du temps et on perd du temps à bien écrire correctement, à bien placer notre curseur. Et je voyais des personnes bouiner sur comment est-ce que je positionne mon caractère, mon curseur, comment est-ce que j'imbrique mes divs les unes dans les autres. Avec ça, en fait, c'est notre réflexion. C'est vraiment notre réflexion. Il y a ça, dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. De toute façon, cette réflexion, on est obligé de l'avoir. Mais autant l'avoir dès le début et que ça génère tout notre code. Autre chose, avec Emmet, c'est plus rapide qu'une intelligence artificielle. Une IA, vous êtes obligé de lui expliquer les différents blocs dont vous avez besoin, dans quel ordre ils se mettent et de quelle dimension ils vont être. Là, je suis désolé, c'est plus rapide d'écrire un truc comme ça. Donc, en fait, vous avez la méthode là, l'outil le plus rapide. Honnêtement, c'est pas grave que vous n'ayez pas d'intelligence artificielle pour notre surspatial là, parce que vraiment, il vous aiderait pas. Je valide avec entrée et c'est bon, ça y est, ça m'a généré tout ce code. Il n'y a plus qu'à écrire mon titre. Pareil ici, mon titre. Ouh, c'est pas le bon mot. Vous connaissez pas celui-là? Évidemment, je vais faire comme j'ai montré tout à l'heure. Je clique sur le premier P, option, le deuxième, le troisième, le quatrième. Je tape l'orem, entrée, boum, ça me l'a fait 4 fois. Et j'ai plus qu'à mettre mes images. Style, IMG, prod 1. Et vous savez quoi? Je mets le même produit partout. Si vous êtes là, alors c'est pas pour le temps que ça prend, mais ça peut prendre du temps d'aller chercher des images ici et là. C'est quand même plus rapide de copier-coller. Là, je copie-colle, je mets les mêmes produits partout. C'est-à-dire que si vous êtes à la bourre et que vous me rendez un partiel avec les mêmes photos, est-ce que je vous en veux? Non. Est-ce que vous avez la totalité des points? Non, mais au moins vous n'avez pas perdu de temps. Et si vous avez du temps à la fin du partiel, là vous corrigez les points de détail. Donc priorisez également les actions à réaliser. On va regarder ce que ça donne tout de suite. Je réactualise et
c'est terminé. Alors par contre, j'ai un petit problème. C'est terminé, plus ou moins. Je sais pas pourquoi mon col 30... Ah, c'est que j'ai une petite erreur. Dans mon style, le col 30, je l'ai mis en 40. Tac. Et là, vous voyez, c'est directement terminé. Et ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que certains parmi vous, vous avez commencé par ce bloc-là. C'est là où il y a le plus de contenu. Alors qu'en réalité, en faisant les autres parties, ça m'a construit des outils qui m'ont servi dans cette partie-là. Donc celle-ci, j'ai eu juste besoin de réfléchir, j'ai mis les classes et ça s'est construit tout seul. C'est terminé. Après, il reste quoi comme détail? Des alignements de texte. C'est tout. Mais c'est rien. C'est que dalle. Il va me rester la partie grille de prix. Ici. C'est pareil, je vais accélérer un tout petit peu à ce niveau-là parce que c'est assez simple, ou du moins dans un premier temps. J'ai terminé la partie produit, je ferme. Je vais sous la partie plante, je vais faire div dièse prix, flèche div de classe container et de classe call. Pourquoi? Parce que j'ai bien dans ma maquette ici un H ici et dessous j'ai ça. Et ça c'est quoi? Pour faire très simple, c'est un tableau. Alors ce tableau, je vais en parler après, plus en détail. Je vais faire donc une div de classe container dans lequel je mets un H2 et je vais m'arrêter là. Je valide et je retourne dans mon style. Je mets dièse prix, background, color et la couleur. Je vais marquer prix ici. Je vais regarder tout de suite si ça fonctionne. Je réactualise. On voit bien, ça y est, c'est bon, pas de problème, ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire le tableau de prix. Alors, le tableau de prix, effectivement, si jamais vous le faites, une grille comme ça, c'est conventionnel de le faire dans ce qu'on appelle un tableau. Et il est au référentiel. Alors aujourd'hui, c'est hyper has-been, mais ça reste toujours d'actualité pour tout ce qui est un peu grille de prix. Dès que ça ressemble en fait à un tableau Excel, hein, tout bêtement. Ce tableau Excel, comment est-ce qu'on va le structurer? Déjà, et ça on ne l'a pas vu ensemble, donc c'est vraiment un point de cours. Ici, un tableau, je peux même zoomer un peu, un tableau, c'est la balise table. Ça vous permet de déterminer la zone d'un tableau tout bêtement. Et puis ensuite, on va faire toutes les lignes du tableau. Alors je vais commencer par ça, cette ligne-là. Cette ligne, c'est la balise TR. La balise TR, R pour row, c'est une ligne de tableau. Donc là, en faisant ça, j'ai fait cette ligne-là. Et ensuite, je vais faire les cases dans le tableau. Eh bien, les cases, c'est la commande TD. Et là, je peux mettre produit 1. Ensuite, dupliquer pour faire la qualité. Donc, a priori, la qualité, c'est cool. Et ensuite, pareil, copier-coller pour mettre le prix à 34 €. Là, déjà, si on regarde ce que ça donne, je réactualise. Vous voyez, ça vous aligne automatiquement les éléments. Alors, effectivement, c'est un peu en dessous. Je vais juste mettre un peu de style à prix. Je vais lui mettre un peu de padding. 50 pixels en haut, 0 pixels sur les côtés. Tac. Voilà, on voit mieux là. Et vous voyez que ça me fait bien ici une ligne. Donc ça, c'est pas mal pour tout de suite penser à aligner prix-produit. C'est vraiment efficace. Je retourne dans mon HTML. Et maintenant, j'avais 3 produits. Il n'y a plus qu'à dupliquer les TR. Produit 2. Produit 3. Je réactualise. Ta-da-da. Ça y est, c'est fait. Donc vraiment, si vous voulez une structure comme celle-ci, le tableau est idéal. Vraiment parfait. Qu'est-ce qui va me rester à réaliser sur le tableau? Il va me rester la ligne d'en-tête à faire. Ce sera bien toujours TR pour générer une ligne, mais les cellules, ce ne sera pas TD, ce sera TH. H pour head, l'en-tête. Et donc ici, c'était quoi dans la maquette? Produit, qualité et prix. Produit,
qualité et prix. On regarde ce que ça donne. Je réactualise. Et vous voyez, j'ai directement mes en-têtes qui sont réalisées. Tac, tac. Et vous voyez, il fait connecter les tailles de vos titres avec les différentes cellules. Vous voyez, c'est bien propre. Il n'y a pas de les cellules et tout qui se chevauchent ou des machins comme ça. Ça vous fait vraiment un système de rectangle, vraiment une forme de cellule Excel. Si jamais je voulais mieux voir les cellules, il me suffirait, et juste c'est pour l'exemple, hein, je mets TD et je mets une bordure, border 1px solide red. Tac, vous voyez, hein, on voit bien correctement les différentes cellules. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bordure de base? C'est à cause du CSS Reset. Si vous vous rappelez, nous avons créé un CSS Reset que nous, on a chopé sur le net, hein, qui permet de réinitialiser justement les tables. Donc qui enlève les bordures. Parce qu'à la base, les bordures, c'est absolument dégueulasse d'un tableau. C'est immonde. Et on passe plus de temps à les enlever qu'à mettre notre propre design. Et bien, grâce au CSS Reset, le tableau, il n'a pas de design, on n'aura plus qu'à apporter notre propre design. Ici donc, j'ai plus qu'à dire que mes TR, je leur mets une bordure, border-bottom, 2 pixels, solide. Je ne veux pas perdre trop de temps, je vais le mettre directement sur un gris foncé. Je réactualise, voilà ce que ça donne. Ah ouais, mais par rapport à la maquette, il faudrait plus d'espace là, ici et là. Un padding. Et c'est là où c'est un peu tordu. C'est que des fois, il faut mettre les choses dans les TR, des fois, il faut mettre les choses dans les TD. Donc, des fois, il faut les mettre dans les lignes, des fois, il faut les mettre dans les cellules. Si par exemple, je mets un padding ici, 10 pixels en haut, 0 pixels à droite, 10 pixels en bas, 0 pixels à gauche, il le refuse. Il n'accepte pas, le TR n'accepte pas d'avoir des paddings. Par contre, dans mes paddings, enfin dans mes TR, il y a des TD. Ah bah, je vais le mettre au TD. C'est pas grave. TD, padding. Je réactualise et ça y est, c'est fait. Et c'est terminé. Ça y est, j'ai fait cette partie-là. Alors, si jamais vous êtes amusé à commencer à le faire avec des divs et tout ça, et vous avez fait du raw, du col, vous apercevez quand même que là, le tableau, c'est quand même assez efficace. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite chose. Je ne suis pas persuadé. Il faudrait que je regarde par rapport au document que je vous ai donné. Je ne l'ai plus sous les yeux. C'est pas très grave. Mais je crois que c'était bien indiqué dans mon document que c'était un tableau. Non, je ne l'ai pas là. Donc, à revérifier. Hein? Ouais, je crois que c'est marqué. Hein. Oui, donc j'ai bien indiqué le type de technologie à utiliser. Donc attention, si on vous dit d'utiliser telle technologie et vous utilisez autre chose, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est pas écrit? Je sais plus, sur le coup. J'ai un doute. Bon, ce que je viens de dire est quand même valable. C'est que si c'est marqué dans le document d'utiliser telle ou telle technologie, pensez à l'utiliser. Il y a un truc que j'ai demandé, c'est également le concept d'une encre. Et ça aussi, c'est un point de cours. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu ensemble. Donc, je vais regarder ce que ça donne. Ici, vous avez créé une div dont l'id est pris. Et ce que vous voulez, c'est que dans le header, lorsqu'on clique sur le prix, ça doit vous emmener directement en bas. Ça vous est déjà arrivé d'utiliser ça, hein, surtout sur les sites webpage. Vous cliquez sur un lien, piouf, ça vous glisse tout en bas. Ça vous glisse à un endroit précis. À l'inverse, c'est ce que vous avez avec quand vous scrollez avec la flèche qui est dans l'angle inférieur droit. Vous cliquez dessus et ça vous fait remonter tout en haut du site. C'est la même chose, c'est une encre. Eh bien, une encre, comment ça s'écrit? Avec un dièse, dièse pour ID. Et vous mettez le nom de la div vers laquelle vous voulez aller. Et comme les ID, c'est unique, il va se baser sur l'ID.
D'où le principe de l'unicité et de toujours utiliser quand même des ID pour chaque section. C'est pour ça que par habitude, j'utilise toujours des ID pour chaque section. Parce que si jamais je veux rajouter des encres dans une semaine, un mois, 2 ans, c'est déjà prévu. J'ai déjà intégré le concept. Donc, ID, prix, dièse, prix. Là, ici, je fais exprès de faire une connerie. Je vais laisser dièse prix pour le moment, mais il va y avoir un problème juste après. Je réactualise, et si jamais je clique sur prix, vous voyez, ça m'emmène directement en bas. Donc, ça ne coûte pas très cher de faire des encres. Da. Ton objet ici, ta div, elle a un ID prix. Ok, c'est son ID, hein. Et tu sais que l'ID, il est unique. Eh bien, dans ton lien ici, tu vas marquer en href non pas une URL index.html, contact.html, tu vas mettre dièse, dièse pour ID, et l'ID en question. Merde, dégage-toi. Hop. Donc toi, tu prends une photo d'un contenu au vidéoprojecteur que je mets en vidéo après. Ah oui, c'est pas mal. Et puis c'est bien parce qu'on a bien enregistré le concept. Je vais fermer cette partie-là, c'est terminé. Il me reste le pied pour... j'accélère un tout petit peu. Div, dièse, footer, dans lequel je fais une div de classe container, div de classe row. Pourquoi row? Parce que si je regarde le document, je vais avoir ici juste le mot cpweb qui va apparaître, mais c'est possible qu'on ait autre chose de l'autre côté. Il y aura un équilibre graphique. Donc, je vais mettre en row, dans lequel je vais mettre un paragraphe. Je sais pas. Et c'est voilà. Allez, c'est cpweb et c'est terminé. Maintenant, j'ai plus qu'à styliser le footer. Je gagne un petit peu de temps. Dièse footer. Oups, je vais pas le mettre là, pas bien. Dièse footer, je vais chercher la couleur. Je copie. Background color. Je mets la couleur. Donc encore une fois, vous pouvez travailler avec les commandes entières, background color, comme vous pouvez travailler juste avec background, ce qu'on appelle un shorthand, un raccourci. Donc ça revient au même. Ça revient exactement au même. C'est juste que background prévoit, background color, background image, il prévoit toutes les fonctionnalités. Je lui rajoute également un padding. Comme je suis très feignant, je copie-colle. Je retourne dans ma page web, je réactualise. Là, on voit qu'on a une pétouille ici. C'est la couleur. Forcément, il prend la couleur grise. Pourquoi? Parce que majoritairement, mon site, il est sur fond clair. Mais ça commence à merdouiller dès qu'on est ici. C'est normal. Il suffit de donner une exception dans la zone. Color. Et si cette zone a une couleur différente, il n'y a que cette zone-là qui va avoir une couleur de texte différente. On réactualise. On voit que lui obtient une couleur différente, mais pas les autres zones. C'est parfait. Ça fonctionne. Là, rien que là, si jamais il n'y avait qu'une seule page à faire, je ne parle pas de la contact pour le moment, là, c'est 19. Ça, c'est 19. Par rapport à l'habitude de des grilles de prix, ou 18. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que, en fait, le seul point qu'il n'y aurait pas, c'est, il manque, on me demande toujours d'avoir une corrélation avec la maquette. C'est-à-dire, est-ce que les blocs sont créés? Oui. Mais est-ce qu'il y a, c'est plus ou moins proche de la maquette? Également dans son ensemble. Est-ce que c'est plus ou moins proche de la maquette? Oui. Ce qui veut donc dire que là, peut-être le point manquant, parce qu'en plus, les blocs sont bien se positionner. Donc les seules choses qui manquent, c'est les alignements de texte et la bonne police. Bref, c'est du détail quand même. En plus, ce détail-là, je le fais à la fin, parce que ça ne me fait pas gagner beaucoup de points, et c'est long à faire. Donc, on fait ça après. Qu'est-ce Oui, mais tu sais pas quelle police obligatoirement on va te mettre. Alors le roboto, c'est plutôt clair, donc si tu le mets dans ton modèle, t'es tranquille. Par contre, tu sais pas forcément quel alignement de texte tu vas avoir dans la maquette. Pour le H1, tu sais pas quel est l'alignement.
Tu connais pas la police, tu sais pas ce que tu vas avoir. Donc, grosso modo, tu sais que tu vas avoir les titres plus gros que les autres, voilà, et tu pourras les corriger après, tu sais à peu près ce qu'il y a. Mais pas de la police. Si, ce sera marqué, mais tu le sauras que pendant le partiel. Tu peux pas préparer en amont, c'est ça que je veux dire. Roboto, tu peux le préparer, parce qu'il y a de grandes chances que ça tombe. Les autres, non. Justement, je vais d'un seul coup corriger, enfin, par petites touches, corriger les autres points qui nous intéressent ici, notamment tout ce qui est police, fonte. On avait dit que c'était Meriwether, je vous l'avais donné pour les titres. Get font. Vous allez ensuite dans Get embed code. Et attention, attention, je vous rappelle une petite chose, Google Font, à chaque fois que vous faites Get, hein, il vous le rajoute à un panier. Donc là, moi, je commence à avoir 3 éléments dans mon panier. C'est un petit peu dommage, hein, ça fait un peu beaucoup quand même. Donc sur le coup, je vais aller jeter un petit coup d'œil sur mon panier et je vois que j'ai bien Meriwether, Roboto et Montserrat. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé Roboto et Montserrat pour un exercice. Sachant que Roboto, elle est déjà intégrée dans mon projet, je ne vais pas l'intégrer une seconde fois, ça ne sert à rien. Donc je vais virer, évidemment, Roboto et je vais virer Montserrat. Mais attention, moi je ne sais pas ce que vous allez avoir sur votre machine, peut-être que vous avez mis de côté des polices sans faire exprès, vous risqueriez de charger des choses inutiles. Est-ce que c'est grave? Non, mais c'est un peu dommage. Ici, j'ai bien Meriwether, c'est bon. Donc je vais faire get font, get embed code, je suis bien en web, je mets pas en leak, je mets bien en import, c'est le plus simple. Et je vais copier la ligne de code, mais attention, sans les 2 balises de style. Je copie l'import. Et je mets ça où? Tout en haut, vous avez déjà un import pour importer le Roboto. Vous n'avez plus qu'à importer maintenant la suivante, Meriwether. Sachant que ça pourrait se faire en une seule ligne, mais on n'est pas à ce niveau-là quand même de performance. Je valide. Évidemment, si je réactualise, ça ne change rien, puisque je n'ai pas dit où est-ce que je la mettais. Donc, je vais mettre Meriwether en H1, en H2, en H3. Oh, regardez, ça tombe bien, on l'avait prévu dans le modèle de base. H1, H2, H3, j'ai vu que certains, vous avez des modèles qui ne possèdent rien du tout. Je vous invite vraiment à avoir un modèle avec déjà un minimum de volume, à avoir un body, à avoir un H1, un H2, un H3, avec des types déjà réalisés, des styles déjà réalisés, des couleurs déjà réalisées. Même avec des nuances de gris. Les nuances de gris, c'est la moitié des couleurs qu'on utilise dans une page web. Donc, mettez-les de côté. Et ici, je vais pouvoir, pour le H1 et le H2 et le H3, rajouter un font family Meriwether. Attention, je vous rappelle une petite chose, si Meriwether viendrait à ne pas charger parce que vous avez des problèmes de connexion Internet, ça arrive de temps à autre. Voilà, ici, voilà. Eh bien, on va pouvoir dire, bah moi ce que je veux, c'est un Verdana. Si jamais la première police ne se charge pas. Et si Verdana n'existe pas, je mettrai un Arial. Et si elle ne se charge pas, je mettrai une 100-serif. On réactualise, et ça y est, c'est fait. Mes H1, mes H2, mes H3 ont bien été réadaptés. Il n'y a plus qu'à centrer le titre H1. Oh, bah j'ai déjà prévu le H1. Il a déjà des margines, il a déjà des trucs. J'ai juste à lui rajouter un texte à ligne. Center. Je réactualise. Le titre est centré. Et grosso modo, bah voilà, hein, c'est plutôt bon. J'ai terminé. Hein. Ma page, elle est faite. Alors avec les explications, j'ai pris un peu plus de temps parce que je vois qu'il est, 3h moins le quart. Mais ouais, on va dire en 1h30, j'ai bouclé quand même cette première page. Avec explication. Et en ayant dû refaire des choses. C'est pour ça que je vous invite qu'il y a certaines choses qui soient faites vraiment en amont. Je vais terminer. Tant qu'à faire, j'enchaîne directement. Ça vous va? Ouais? Ou on s'arrête là, on reprend après? On enchaîne? On enchaîne. Allez, c'est parti mon kiki. J'ai pu
J'ai fini avec ma page d'index, c'est terminé, je vais la dupliquer pour créer une page contact. Cette page contact, elle est extrêmement identique à la première, à ceci près que le header reste, le top reste, mais pas la partie produit, ni la partie plante, ni la partie prix. Donc je vais sélectionner toute cette partie-là et supprimer. Là tout de suite, je peux vérifier si ça fonctionne. Il me suffit d'aller cliquer sur contact et ça m'envoie sur la page contact HTML. Parce que je viens de la créer, tout bêtement. Et là, elle est strictement identique à la première, mis à part que j'ai retiré ce qui ne me plaisait pas. Donc déjà, bah là, même si je ne fais pas la partie centrale, j'ai un fichier de plus. Ça m'a pris combien? 10 secondes à le faire. Je crois que c'est 1 point ou 2 points, rien que pour la création du fichier. Ouais, voilà. Donc, après, moi je donne des chiffres aléatoires, mais c'est à peu près ça. Il me reste à faire cette partie centrale. Bon, bah, je pense que c'est plus ou moins la même chose tout le long. Hein. Vous avez compris l'idée. Par contre, on va vraiment parler du formulaire juste après. J'ai cette partie centrale, container en col. Pourquoi? Parce qu'on a un titre, plus un paragraphe, plus un formulaire ici. Donc, c'est bon, on a compris, c'est la même chose. Div dièse contact, dans lequel je fais une div de classe container, dans lequel et qui est de classe row, dans laquelle je vais mettre un H2. Alors bizarrement, j'aurais dû mettre un H1, mais après la maquette c'est un H2, mais c'est un peu con, c'est pas très grave. Et attention, vous vous trompez sur les H1, H2, H3, sauf si c'est bien précisé dans la documentation, je vous en veux pas. T'as raison. C'est pour voir si tu suivais. C'est bien, bravo. H1 plus P, et je vais m'arrêter là. Clac. Contact. Lorem. Je regarde tout de suite. Fait une connerie. Tac. Et je regarde tout de suite ce que ça donne. C'est déjà stylisé, il y a déjà la police, tout est nickel, donc il n'y a plus qu'à faire le formulaire. Donc c'est ça, hein. Ça veut dire que là, si vous avez 1h30 et vous arrivez à là à 1h30, vous avez 1h30 pour apprendre une techno que vous n'aviez pas, que vous ne connaissiez pas avant. Ça va quand même. C'est faisable. Et c'est parti, on a besoin d'apprendre à gérer les formulaires. Alors les formulaires, pour l'instant, je vais en faire en mode dégueulasse. Ok, je ne vais pas parler de col, d'euro, de machin pour le moment. Je vais le faire en mode dégueulasse. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est que vous maîtrisiez le concept de formulaire, car c'est quelque chose qui est trop peu utilisé à mon goût. Un formulaire commence par une balise. Devinez quoi? Forme. Cette balise forme détermine le scope de votre formulaire. Pourquoi? Parce que vous pourriez avoir dans une même page plusieurs formulaires. Par exemple, le formulaire de contact et le formulaire de recherche. Il faut éviter, lorsque vous êtes sur le formulaire de recherche, que vous cliquez sur le bouton rechercher, que ça envoie l'email de contact. Inversement, quand vous envoyez un contact, il faudra éviter que ça exécute la recherche. Voilà. Donc, en fait, ça détermine vraiment votre formulaire, votre zone. Mais votre zone qui va être envoyée quand vous avez cliqué sur le bouton envoyer justement. Car vous dites, je dis oui, ça va être envoyé parce que le HTML ne gérera pas le formulaire. Il ne peut qu'envoyer. De la même manière que lorsque vous envoyez une carte postale, lorsque vous êtes en vacances, la carte postale ne s'envoie pas toute seule. Elle n'est que le support sur lequel vous écrivez. Le formulaire, c'est un support sur lequel on écrit. Et quand on va cliquer sur le bouton envoyer, eh bien, c'est comme si vous le posiez dans une boîte aux lettres, mais il faut un ensemble de services techniques derrière pour transmettre cette fameuse enveloppe à la personne à destination. Ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Mais il est important de comprendre que votre formulaire n'enverra pas le mail. Ce n'est pas lui qui envoie le mail. De la même manière que la carte postale, ce n'est pas parce que vous avez écrit dessus qu'elle s'envoie par la poste. Il faut faire une démarche et il faut un service technique derrière. Par contre, c'est ici que ça se gère cet envoi. Il y a deux attributs qui sont à remplir, action et méthode.
Alors cherchez pas, la seule méthode que vous avez vous à retenir, c'est la méthode POST. Pour les formulaires, on n'utilise que ça. Il y a 2 méthodes pour envoyer, vous avez qu'à assimiler ça, lettre verte ou lettre classique. Vous voyez, c'est 2 méthodes différentes qui vont envoyer de manière différente. Elles vont arriver à destination, mais pas en utilisant les mêmes protocoles, pas les mêmes services. Il y en a un qui va utiliser l'avion, pas l'autre. Voilà. Lettre verte n'a pas le droit d'utiliser l'avion, par exemple. Je schématise. Vous, c'est méthode POST. Et l'action ici, c'est à quel fichier PHP on va envoyer ce formulaire. Alors le PHP, c'est pas notre sujet pour le moment. Et ça va être du métier de dev, donc on s'en fout. Par contre, vous, c'est votre métier de faire ça. Et donc c'est de votre métier de dialoguer avec le développeur pour savoir quel est le fichier PHP, quel est le nom du fichier PHP qui va réceptionner les données pour les traiter. Parce que ce formulaire, on en fait quoi? Les données qui sont à l'intérieur, on envoie un mail? Pas forcément. Ça peut s'injecter dans Mailchimp. On pourrait l'insérer en base de données. On pourrait l'écrire dans un système de mémoire, dans un cookie. Donc il y a plein d'endroits, il y a plein de choses qui sont faisables. Eh bien ici, je vais mettre un fichier de réception.php. Je ne suis pas obligé de remplir, mais c'est pour vous dire que le fichier ici, quand on va cliquer sur le bouton envoyer, on va envoyer les données du formulaire au fichier réception.php. Et maintenant, on va pouvoir, à l'intérieur de ce formulaire, rajouter des choses. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? Des inputs. C'est quoi un input? C'est ça. C'est bon, vous avez bien une zone de texte. Par contre, j'aurais peut-être pas dû le mettre là, moi. C'est juste après la balise paragraphe. Je sais pas pourquoi j'ai sauté 2-3 lignes ici. Je l'ai mal placé. Je vais le mettre là. Tac. C'est ça un input. C'est une simple zone de texte. Et là, vous voyez, input de type texte. Ouais, mais j'ai quoi d'autre comme type? J'ouvre. Et vous voyez, vous avez juste à aller regarder ce qui existe. Button, checkbox, color, date, datetime, etc., etc., etc. Par exemple, si vous choisissez email, le système, c'est exactement la même forme, mais va vous refuser l'envoi du mail si vous n'avez pas mis le arrobase. Ça va bloquer. Ou alors, si vous mettez tel. Alors vous voyez, là aussi, il n'y a pas de changement. C'est la même chose. Sauf si vous êtes sur smartphone. Si vous êtes sur smartphone, ça vous mettra non pas le clavier alphabétique, mais directement le clavier numérique. Tout est prévu. Pareil si vous utilisez number. Sauf que là, on vous le met bien, le système. Et là, si je tape du texte, il n'en veut pas. Ça va me faire une sécurité. Bon, c'est assez simple en fait. On choisit le type de format, le type de contenu que l'on veut. Ou alors, color. Et là, ça vous génère directement un color picker. Alors c'est rigolo parce qu'avant, on était obligé d'installer des plugins hyper compliqués en JavaScript pour que ça fonctionne. Ça. Maintenant, c'est natif dans les navigateurs. Ça nous fait gagner quand même pas mal de temps, pas mal d'énergie. Vous en avez également d'autres. File. Bon, vous connaissez, hein. Et voilà, le bouton parcourir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, après, vous avez compris. Ah, ouais, range. Ah, il en veut pas. Ah, voilà. Directement ça. Alors, attention, par contre, le design, est-ce que je peux le modifier? La réponse, c'est... voilà. Ça dépend lesquels. Ça veut dire que l'interface de ces widgets dépendent, 1, du système d'exploitation sur lequel vous êtes, 2, du navigateur sur lequel vous travaillez. Donc vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. Et vous pouvez même avoir directement des checkbox. Voilà, il met du temps à recharger. Ouais, j'ai une checkbox. Alors pourquoi c'est en orange? C'est parce que moi, j'ai modifié mon système pour afficher en orange. Sur Mac, tu peux choisir ta couleur. Bon, sur Windows aussi. Hein. C'est ma couleur de surbrillance. Moi, ce que je veux, par rapport à la maquette, c'est du nom, un téléphone, un email et une zone de texte. Donc forcément, je vais mettre un input de type texte. Ensuite, un input de type mail. Alors c'est email.
et un autre input de type tel. Et là, va arriver un problème. C'est que si vous vous affichez comme ça, bah, je pense que vous ne savez pas qui est quoi. Ça vous pose un énorme problème ici. Mais si vous ne savez pas qui est quoi, comment l'ordinateur va être capable de faire la différence entre chaque? Comment, quand vous allez cliquer sur le bouton envoyer, il va falloir récupérer le nom, l'email et le téléphone, et que l'ordinateur, le serveur qui va récupérer pour envoyer un email, sache quel est le nom, quel est l'email, quel est le téléphone. En partant du principe qu'un ordinateur, c'est débile. Il ne sait pas ce que c'est un numéro de téléphone, il ne sait pas ce que c'est un téléphone. Il ne peut pas le comprendre. Et me sortez pas, l'intelligence artificielle le sait, parce que ça, déjà je vous fous une baffe. Parce que l'intelligence artificielle, c'est vachement artificiel, mais c'est pas du tout intelligent. Loin de là, ça fait juste de la répétition, c'est tout. Mais il va falloir indiquer à l'ordinateur qui est quoi. Ça, vous devez obligatoirement le faire en rajoutant un name. Ça, c'est quoi le premier? Eh bien, c'est le nom de famille de la personne. Je vais marquer nom. Le deuxième, c'est quoi? Eh bien, je vais marquer name. C'est adresse email. Attention, pas d'espace, pas d'accent, pas de caractères spéciaux. On attache tout. Et le dernier, name, téléphone, télé, bureau, pourquoi pas? Ça peut être le téléphone de bureau, pas le téléphone personnel. Comme ça, dans une base de données, ce sera beaucoup plus simple de l'organiser. Mais même là, si vous réactualisez, c'est pas suffisant. Parce que le système va le reconnaître, mais pas l'utilisateur. Bah, vous écrivez à côté, tout connement. Nom slash prénom. Ouh là, j'ai du mal là. Email. On va mettre des 2 points, ça sera plus joli. Et on va mettre téléphone. Je regarde ce que ça donne et ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais ça me plaît pas assez. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que ça. Alors déjà, c'est pas à la ligne. Bon, ça c'est le design. Mais il y a autre chose qui me dérange. C'est que c'est cette fameuse problématique que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des personnes qui ont du mal à cliquer. On a quand même quelques glands. Il y en a certains, on les connaît. On peut donner des noms. Il y a un truc, c'est que, je vous l'ai dit, il y a des personnes, quand ils cliquent, des fois, ils veulent vraiment cliquer ici. Alors qu'on pourrait cliquer sur n'importe quelle zone pour avoir un curseur clignotant, mais ils veulent cliquer pile poil ici. Et des fois, ils cliquent sur la zone d'à côté. En fait, il y a un standard. Il y a une obligation UX. C'est que normalement, le texte aussi doit être cliquable. En fait, si je clique dans le texte qui est là, ça doit envoyer le curseur clignotant dans la zone d'à côté. C'est obligatoire. Vous avez des cours du X, ça en fait partie. Donc ici, il va falloir, quand je clique ici, que ça envoie le curseur là. Eh bien, notre texte ici, on va l'englober dans une balise qu'on appelle le label. Donc ici, je vais mettre label, bim. Et dans ce label, mettre le texte. Je vais le faire que pour le premier pour le moment. Et ce label, on voit qu'il me propose un for. Bah oui, il va falloir interconnecter ce label avec l'input qui est à côté et pas les autres. Il faut être sûr que quand je clique sur nom prénom, que ça envoie le curseur dans nom. Eh bien, comment on va faire? On va rajouter un truc unique. On va affecter un truc unique à l'input ici pour lui dire c'est vers lui qu'il faut aller. Truc unique, on a déjà un truc, ça s'appelle un ID, on sait déjà faire. Donc on va mettre un truc unique, un ID à notre input, l'appeler nom. Alors moi généralement, je me casse pas la nénette, je mets exactement la même chose ici. Et dans for, je lui dis bien qu'il va être affecté, connecté à l'input dont l'id est nom. C'est avec ça que je fais ça. Je valide, je réactualise. Et là, vous voyez que si je clique sur prénom, ça m'envoie le curseur clignotant directement dans la zone. Donc même si je clique à côté, ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire. Et notamment, vous le devez faire
savez, sur les cases à cocher, quand c'est marqué j'accepte les conditions générales d'utilisation ou je souhaite recevoir via newsletter et tout ça, les cases à cocher sont pas grosses. C'est pour ça qu'il faut rendre cliquables les zones de texte. Je clique sur le texte, boum, ça coche la case. Bah là, c'est la même tambouille, avec le label. Le label, c'est obligatoire. Et il y en a plein qui l'oublient. Je peux recommencer donc avec les suivants. C'est que j'ai bien un label pour mon nom et mon prénom. Eh bien, je vais créer un label dans lequel je vais marquer le mot email. Alors, si vous voulez, je peux mettre ça comme ça, si pour vous c'est plus lisible. Un label pour l'email, donc l'input, de type email. Son name, c'est adresse email. Je veux lui mettre un ID, adresse email. For, adresse email. Le téléphone, je fais un label. J'y mets bien le texte à l'intérieur. L'input type tel, son nom c'est tel bureau, je lui mets un ID unique, tel bureau. Donc le label pour tel bureau. Je réactualise. Et là déjà c'est un peu plus utilisable. Et si je clique sur téléphone, vous voyez, ça m'envoie bien dans le téléphone. Si je clique sur le mot email, ça m'envoie bien dans l'email. Si je clique sur nom prénom, ça m'envoie bien dans le nom prénom. It's working. À mon formulaire, il va me rester 2-3 choses à rajouter. Il me reste cette grande zone de texte ici. Attention, là, c'est une balise un peu spécifique. Cette fois, ce n'est pas un input. Ce que vous avez vu depuis tout à l'heure, on n'utilise que des inputs. Et en fait, 90% de notre utilisation d'un formulaire, ce sont des inputs. Il y a quand même deux cas particuliers. C'est la zone de texte large et les listes déroulantes. Je ne vais pas travailler les listes déroulantes aujourd'hui, ça sert à rien de vous embêter avec ce genre de choses. Et honnêtement, si vous avez des besoins, c'est le jour du partiel, s'il n'y a que ça qui change. Honnêtement, vous avez le temps d'aller chercher un petit peu comment est-ce qu'on fait une liste déroulante. Il y en a pour 2 minutes, vraiment. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la zone qui est en dessous. Ça s'appelle une text area. Pareil, je lui donne un name. Donc c'est question, un ID, question. Et je sais même plus ce qui est marqué. Oui, c'est marqué question. Donc je rajoute un label. Question. Et ça va me donner une zone comme ça, zone que vous pouvez réadministrer graphiquement, voilà, que l'utilisateur peut agrandir suivant ses besoins. On a quand même une petite différence, là où l'utilisateur ne pourra pas manipuler le téléphone, il peut manipuler la zone question. Dernier point, c'est bien beau d'avoir un formulaire de contact, si vous ne l'envoyez pas, il ne sert à rien. Donc il vous faut un bouton pour l'envoyer. Ce sera un input, encore une fois, mais cette fois son type est un peu particulier, qui s'appelle submit. Submit, tout simplement pour dire soumettre. Alors ça n'a rien à voir avec des petites soirées sympas. Ça veut dire soumettre le formulaire à traitement. Une petite soirée en cuir, tout ça. Si vous validez et vous regardez, ça vous fait automatiquement un petit bouton envoyer. Attention, le mot qui est écrit ici dépend de votre navigateur. C'est votre navigateur qui le met. Donc si la personne, elle était en langue anglaise, ce serait marqué send. Mais je me suis fait avoir, c'est que sur certains navigateurs, c'est pas forcément le même mot, ce sont des traductions. Et donc, si vous laissez le navigateur gérer tout seul, vous n'aurez pas le même mot entre Chrome ou Firefox. Alors Chrome, par exemple, c'est marqué envoyer, mais Firefox, c'était marqué soumettre à un moment. Et justement, le client qui appelle en disant « je ne comprends pas » quand il y a marqué « soumettre » dans un formulaire de contact, ça ne donne pas forcément spécialement envie. Parce qu'il y a quand même un double sens sur le mot. Donc, je vous invite vraiment à bien faire attention. Et ici, vous rajoutez automatiquement une value. La value, c'est vraiment le mot
que vous allez afficher. Par exemple, envoyer la demande. Rien ne m'empêche d'avoir un peu plus de vocabulaire ici. Je réactualise et vous voyez là, j'ai pu personnaliser le texte. Traditionnellement, c'est plus celle-là qu'on utilise, mais effectivement, tu as la balise button. J'accepte les deux. Il reste plus qu'à structurer mon affichage. J'ai pas grand chose à faire à ce niveau-là. On va rebondir donc sur tout ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Mon formulaire, si je regarde la maquette là quand même, enfin, il est pas très joli. Hein. Si je regarde un petit peu la maquette, il devrait faire 50%. Et il devrait grossièrement quand même être un peu avec une forme de colonne quand même, mine de rien. Donc déjà, je vais pouvoir le réagencer en lui rajoutant la classe col et col-50. Si je fais ça, tac, déjà, j'ai tout structuré en colonne et il fait bien 50%. Ensuite, ça m'a bien mis des éléments en colonne. Par contre, j'aimerais bien que chaque partie soit un peu séparée. Je veux dire que on est vraiment le nom, le truc en face, l'email, le truc en face, le téléphone, le truc en face, etc., etc., etc. Eh bien, je vais pouvoir resubdiviser avec des divs, et ça, j'ai pas de problème. Je peux bien remettre des divs, mais vous voyez, je fais l'agencement après. Je m'embête pas trop ici avec l'agencement au début. J'ai d'abord fait un formulaire, je suis sûr qu'il soit tranquille, j'ai mis ce qui était obligatoire, on va mettre des parpaings après. Et cette première div de classe row, et mon label, donc là si je fais ça, hop, vous voyez, j'ai bien mon titre et j'ai bien mon input en face. Et mon premier label, je lui mets une classe et je lui mets un col-30. L'input, je lui mets une classe col-70. Ça tombe bien, je les avais prévus dès le début. Je réactualise et vous voyez, ça semble plutôt bien. Et il n'y a plus qu'à refaire. Et en fait, c'est ce que je dirais, c'est que si vous êtes à l'arrache, faites en sorte qu'il y ait ça qui soit bien fait, puis vous avez prouvé plus ou moins quand même la compétence. C'est juste que vous n'avez pas eu le temps de faire les autres. Mais assurez-vous que le premier soit bien fait. Puis une fois qu'il est bien fait, je dirais qu'il n'y a plus qu'à copier, coller. Alors, j'aurais pu faire celui-là entièrement et puis pas du tout faire les autres, vous voyez. Faites celui-là et puis après, copier, coller, et puis il y a juste à remplacer le fait que ce soit un nom par un email. Il y a un choix à faire. Tac. Tac. Pareil pour lui. Je l'envoie là. J'envoie ici. On aère bien. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à rajouter les colonnes. Donc lui, il est en col 30. Le téléphone en col 30. Les questions en col 30. Et ensuite, tous mes inputs ou texte aria. Colonne 70. Colonne 70. Colonne 70. On regarde tout de suite. Boum, ça y est, c'est structuré. Je vais m'arrêter là avec cet aspect parce que tout ce qui reste à faire, c'est de rajouter un peu de padding, un peu de margin pour agrandir les zones. C'est du détail. Ensuite, mettre une couleur de fond au bouton submit, vous lui collez une classe et puis c'est bon quoi. Enfin, si vous savez mettre des backgrounds à d'autres zones, pourquoi ce serait différent pour le bouton? C'est exactement la même chose. Donc, vous voyez que c'est assez redondant pour la suite. Et puis, c'est déjà pas mal. Ce qui veut dire que même là, avec les quelques défauts, allez, on a quelques défauts ici et là, je ne vais pas mettre 20 parce que celui qui ferait le truc parfait mérite un 20. C'est 19. Là, c'est 19.
Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Nope. Je vous ai endormi ou je vous ai cramé?